Bonsoir à tous, donc ravi de vous accueillir sur la page Facebook du CRIF pour cette nouvelle session de conversation. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir avec nous Amine El Khatmi. Amine, permets de te tutoyer, tu es président du Printemps républicain, tu es un auteur et aujourd'hui un acteur important dans le débat public français, notamment sur les questions de société, de laïcité, de vivre ensemble. On va y revenir, et puis les questions politiques au sens large. Je souhaitais commencer cette conversation en te demandant tout simplement d'où vient ton engagement, quel est le parcours qui a amené Amine El Khatmi d'Avignon, où tu as commencé ton parcours, à l'exposition publique qui est la tienne aujourd'hui et aux engagements qu'on te connaît. Bonsoir, d'abord merci pour votre invitation et je suis ravi de partager cette conversation. Je salue Francis Khalifa, le président du CRIF, et tous les amis que j'ai plaisir à retrouver souvent à l'occasion de manifestations. C'est un engagement qui vient de gauche, d'abord, de la gauche, puisque moi j'ai adhéré au Parti socialiste très jeune, j'avais 15-16 ans. J'ai grandi dans un quartier populaire, la Reine Jeanne à Avignon, un quartier à l'image de centaines de quartiers en France, ghettoisés, communautarisés, évidemment avec des populations très précaires, mais propres. Moi, je viens d'un milieu populaire, mes parents était ouvrier, mon père était ouvrier, ma mère femme de ménage. Et mon premier choc politique, c'est le 21 avril 2002. C'est la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Et évidemment, pour moi, c'est quelque chose de très marquant. Je n'ai pas une conscience politique très affirmée, puisque je suis en 2002, j'ai 15 ans, donc 14 ans, donc c'était pas. Mais j'avais compris que quelque chose de grave s'était passé à ce moment-là. Et évidemment, voir la figure de Jean-Marie Le Pen se qualifier au second tour, ça a été un grand choc, ça a été une prise de conscience. Et je me souviens, j'étais au collège le lendemain, le lundi, j'ai pris part à ma première manifestation, puisqu'en gros, pour la première fois dans l'histoire de notre collège, les grilles étaient restées ouvertes et on avait compris que les enseignants ne verraient pas d'un mauvais œil le fait que pour une fois, on puisse faire l'école buissonnière et aller manifester. Voilà, ça a été mon premier engagement. J'ai commencé à suivre un peu les choses de plus près sur le plan politique et le déclic suivant, ça a été les 7, 8 et 9 janvier 2015. Charlie, les policiers, l'hypercachère de la porte de Vincennes. Et là, j'ai une conscience politique un peu plus affirmée, mais je me prends une claque dans la gueule, très clairement, parce que moi, je n'étais pas un lecteur de Charlie Hebdo. Je connaissais, évidemment, je savais quelle était la sensibilité de ce journal, mais je n'étais pas un lecteur de Charlie Hebdo. C'est vrai, je l'écris dans mon livre, mon prochain livre là, qui sort fin août. Oui, j'avais vu l'attaque de l'école Ozaratora de Toulouse. J'avais été ému par le calvaire d'Ilan Halimi, mais pour moi, la lutte contre l'antisémitisme, c'était quelque chose d'abstrait. Voilà. Et pour une raison simple, c'est que je n'avais jamais rencontré de juifs, ou en tout cas, sans doute en avais-je rencontré, mais sans même le savoir. Mais je n'ai jamais eu conscience dans mon quartier d'avoir vu. Alors, je savais qu'il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, mais jamais j'avais rencontré quelqu'un dont je m'étais dit, ah bah tiens, lui, il est juif, et par conséquent, tous les problèmes qui peuvent exister derrière sur évidemment l'antisémitisme. Et donc, ça a été la prise de conscience, et c'est dans ces mois-là que je fais la connaissance de Laurent Bouvet, le politologue qui réfléchit à ce moment-là avec un certain nombre d'amis, Gilles Clavreul, Denis Maillard, à quelque chose. Mais on ne sait pas encore ce que va être ce quelque chose, mais en gros, c'est des gens qui viennent de la gauche, qui sont intellectuels, enseignants, responsables politiques. Il y a là Marcel Gauchet, Elisabeth Badinter, donc des voix qui comptent et qui se disent il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'est né le Printemps républicain en mars 2016. Et c'est là que, d'une certaine manière, l'aventure a commencé.
D'accord, ouais, alors tu me permets de faire la transition justement avec la question que je voulais te poser sur le printemps républicain. Euh, Quel est le constat là, qui amène justement à la création du printemps républicain? En fait, à quel manque le printemps républicain veut répondre, d'une part, et puis d'autre part, que réponds-tu à ceux qui considèrent qu'il y a parfois, enfin que le printemps républicain peut participer de l'hystérisation du débat autour de ces questions? Voilà, comment tu réponds à cette critique-là, j'allais dire presque inhérente à l'action et à la parole publique sur ces questions? Je l'entends tous les jours. Et donc, je comprends que tu t'en fasses évidemment le relais, c'est normal. Souvent, ceux qui nous font le reproche sont ceux qui confondent musulmans et islamistes et qui ne font plus la part des deux. Ils mettent tout le monde dans le même sac. Et en ce sens, les débats, je ne sais pas si vous les avez suivis au Parlement sur le texte sur le séparatisme, enfin contre le séparatisme, toutes les interventions de l'opposition de gauche, c'était pour expliquer que des mesures qui visaient les islamistes étaient en fait des mesures qui visaient les musulmans. Et moi, cet amalgame, il est insupportable à plus d'un titre, insupportable en tant que citoyen français, insupportable parce que je suis moi-même musulman, je viens d'une famille musulmane, de parents marocains, musulmans, et donc moi, que l'on mette dans le même sac le musulman lambda qui ne demande qu'à vivre sa foi dans le respect des règles de la République et l'islamiste ou le tenant de l'islam politique qui veut défier les règles de la République, c'est quelque chose qui m'est totalement insupportable. Je suis moi-même le fils d'une femme voilée, d'une mère voilée. Ma mère est voilée. Je sais ce qui peut motiver une femme arrivée à un certain âge dans un chemin, dans sa foi, qui est un chemin intime, qui la regarde, à considérer qu'il faut qu'elle porte le voile comme l'a porté ma grand-mère à un certain âge, mes tantes, mes arrière-grand-mères, etc. Et je peux avoir par ailleurs un regard critique sur le voile en tant que symbole de ce qu'il peut représenter, mais je serai le dernier à aller m'en prendre à des femmes voilées qui ne posent pas de problème, qui ne demandent pas d'aménagement pour des horaires spécifiques dans des piscines, qui ne demandent pas à contourner les lois, qui ne demandent... Bref. Donc, moi, je fais une séparation absolument nette, claire et sans aucune réserve entre des musulmans que je veux protéger parce qu'ils sont, dans leur majorité, désireux et soucieux de vivre tranquillement dans le respect des lois de la République, et une minorité de fanatiques, de fous furieux, de militants politiques qui veulent imposer leurs règles et qui veulent défier les lois de la République. Donc moi, je ne fais pas l'amalgame. Et précisément, ceux qui nous font reproche en permanence d'être obsédés par les musulmans se trompent. Moi, mon obsession, c'est les islamistes, ce n'est pas les musulmans. Donc je n'ai absolument aucun problème sur ce sujet. Le printemps républicain, il naît de quoi? On est fin 2015, début 2016. Fin 2015, il y a eu les attentats du Bataclan. Il répond à une sorte de dérive qu'on voit pointer à gauche. Les premières manifestations de l'indigénisme, les premières manifestations du racialisme, les articles où M. Plenel nous explique, c'était le titre de l'article, l'enfance malheureuse des frères Kouachi, une espèce de musique, de bruit de fond qui évidemment ne justifie pas les attentats. Ils ne sont pas, évidemment, ils ne justifient pas les attentats. Et ils disent que c'est pas bien de tuer des gens, mais quand même, est-ce que la France ne porterait pas une forme de près ou de loin de responsabilité à travers sa politique diplomatique, à travers les conflits armés auxquels elle participe, à travers la situation et le sort qu'elle a pu réserver à des populations venant de l'immigration, qui effectivement, et je suis bien placé pour le savoir, en ayant vu mes parents et ma propre vie, où effectivement les amis dans des quartiers difficiles, où la République s'est peu à peu retirée. Est-ce que le cumul de tout cela, est-ce que l'islamophobie et le racisme structurel de la France, finalement, ne justifieraient pas que des enfants de notre pays s'en prennent à d'autres enfants? On a retrouvé, pas plus tard qu'aujourd'hui, un papier de Daniel Schneiderman dans lequel il explique que finalement, Mera et les frères Kouachi, c'est une forme, je cite son terme, d'insurrection, en disant, mais vous comprenez, en fait, ces terroristes qui s'en prennent aux terrasses,
ils s'en prennent à ces terrasses parce qu'ils n'y ont pas accès, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour aller boire des bières avec les jeunes qui y sont, et parce que même quand ils ont les moyens d'y aller, on leur refuse l'accès à ces terrasses et on leur refuse l'accès aux bars et aux discothèques, etc. Bon, eh bien, face à tout ce discours complètement délirant, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser la gauche prise entre les mains de ces gens-là, et c'est là qu'on a créé le Printemps républicain. Effectivement, c'est une belle illustration de ce qu'est la culture de l'excuse Absolument. Qui est parfois terrifiante. Alors, bon, on a titré cette conversation extrême droite, extrême gauche, même combat, point d'interrogation. Alors, je te pose la question, faut-il mettre une équivalence partielle, totale, entre l'extrême gauche et l'extrême droite? Quelle analyse fais-tu des deux mouvances et des dangers qu'elles représentent respectivement? Comment penses-tu qu'elles parfois peuvent dialoguer aussi entre elles, malheureusement? Il y a, je ne sais pas si je mettrais d'équivalence, mais là, il nous faudrait 2 heures et je crois qu'on ne les a pas, donc je vais essayer d'être synthétique. En tout cas, moi, j'ai récemment, on me l'a reproché, mais je pourrais dire bonjour, il est midi, qu'on me ferait tout un tas de reproches, donc j'ai l'habitude. On m'a reproché d'avoir dit sur un plateau de télévision que j'en appelais, dans le cadre des élections, à un front républicain contre les insoumis, équivalent à celui auquel nous en appelons contre le Rassemblement national. Et j'assume cette position, c'est-à-dire que je considère que dès lors qu'il y aura des candidats insoumis au second tour d'une élection, qu'ils soient à la tête de la liste ou même dans une liste, colistier d'une liste dont ils seraient l'une des composantes, eh bien, à mon sens, il faut appeler à voter pour le candidat qui est en face, qu'il soit d'un autre parti de gauche, du centre ou de la droite républicaine. C'est ce qu'on fait avec le Rassemblement national. Au second tour d'une élection, dès qu'il y a le Rassemblement national, vous avez n'importe qui en face, tout le monde dit on vote pour n'importe qui en face parce qu'on ne veut pas de ces gens qui sont dangereux. Je considère que la dérive de l'extrême gauche, et par extrême gauche, j'entends les insoumis, parce qu'évidemment, Nathalie Arthaud et M. Poutou, pour moi, sont des non-sujets, et pour les Français aussi, puisque leur score aux élections oscille entre 0,5 et 2 les soirs de grande victoire. Mais le vrai sujet, celui qui pour le coup est un sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon et ses amis insoumis. Et oui, je considère qu'il y a une dérive de leur part anti-républicaine. La contestation, le soir même de l'élection du président de la République, la contestation de la légitimité du président en sous-entend que finalement, il n'aurait peut-être pas gagné de manière tout à fait transparente. La contestation de l'autorité judiciaire, on se souvient, la République c'est moi, la perquisition. La police traitée de factieuse, de milice, de barbare. Les accusations contre les médias, dont M. Mélenchon est devenu le grand spécialiste. Évidemment, les relents antisémites. Moi, je n'ai pas oublié les déclarations sur la défaite de M. Corbyn et la responsabilité supposée du grand rabbin d'Angleterre, les propos sur les zoukazes supposés du CRIF à l'encontre du gouvernement, évidemment l'implication historique de cette mouvance politique dans l'importation du conflit israélo-palestinien en France pour des raisons électoralistes, importation qui, on le sait, a mis en danger des milliers de Français de confession juive qui, du coup, ont quitté des territoires et des quartiers où leur sécurité n'était plus assurée, ou des écoles publiques où la sécurité de leurs enfants n'était plus assurée. Bon, je pourrais continuer, la liste est longue et je pourrais tenir très longtemps, mais, et évidemment, le point d'ordre, c'est les déclarations complotistes sur le fait que des attentats seraient opportunément organisés par je ne sais quelle force obscure à l'approche des élections pour empêcher M. Mélenchon de les gagner, comme si ses outrances personnelles ne suffisaient pas à le faire perdre. Bon, donc pour moi, l'addition de tout ça fait que je considère que M. Mélenchon est un danger pour la République et que je le mets désormais, oui, j'assume cette position, au même plan que Mme Le Pen. Certains vont même plus loin que moi en disant, et c'est l'échange amical qu'on a eu avec mon ami Raphaël Enthoven, et comme c'est un ami… Pardon ? J'allais justement y venir et t'interroger sur l'échange qu'il y a eu avec Raphaël Enthoven qui, rappelons-le, a indiqué dans un tweet
qu'en dernier recours à choisir entre Absolument. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, il préférait voter Marine Le Pen, mais voilà. Je te laisse réagir parce que tu as réagi publiquement sur. Oui, j'ai réagi publiquement et comme c'est un ami, j'ai d'abord réagi en privé et des amis peuvent se dire les choses franchement et comme c'est un garçon intelligent, il a d'ailleurs reconnu, il a fait une tribune où il a dit j'aurais pas dû. Moi, d'abord, je lui ai reproché d'imaginer un scénario qui n'existe pas. Bon, il n'est pas aujourd'hui question que M. Mélenchon et Mme Le Pen soient au second tour l'un face à l'autre. Ou alors, c'est qu'il va se passer des choses absolument incroyables dans les 9 prochains mois que je suis en incapacité de prédire. Mais si les choses se passent à peu près comme elles doivent se passer, M. Mélenchon ne sera pas au second tour. Donc déjà, il réagit sur un scénario qui n'existe pas. Bon, et j'ai dit à Raphaël, je peux entendre tes arguments, mais tu oublies d'une certaine manière ce qu'est le Rassemblement national. Parce que même si Mme Le Pen fait des efforts de respectabilité pour paraître bien lisse et républicaine, selon ses termes, moi je considère qu'elle ne l'est pas, il suffit de regarder les candidats aux élections départementales. Aujourd'hui, il ne se passe pas une heure sur Twitter où vous n'ayez quelqu'un qui déterre une déclaration fasciste, une déclaration raciste, une déclaration. Il y en a une candidate en Gironde qui a fait l'apologie du nazisme. Bon, donc je ne peux pas, moi, voter pour un parti où il y a des racistes, des antisémites. Je n'ai pas oublié avec qui Le Pen père a fondé cette PME familiale. Je n'oublie pas les propos de M. Gollnisch. Je n'oublie pas tout ce qui est dit par les uns et les autres. Donc j'entends, j'ai des amis juifs qui me disent, moi, pour ma sécurité et celle de mes enfants, Mélenchon, il me fait plus peur que Le Pen. Voilà, je l'entends cet argument. Et ce ne sont pas des fous furieux, ce sont des gens qui sont parfaitement raisonnables, qui ont voté à gauche, ont voté à droite, votent au centre, et qui vous disent, moi, il me fait plus peur qu'elle. Oui, mais les amis, il ne faut pas céder. Parce que même s'il fait plus peur qu'elle, en réalité, elle ne vaut guère mieux que lui, parce que derrière elle, et encore une fois, derrière un discours qui peut se montrer policé et convenable pour être entendu par la majorité, derrière elle, il y a tous les autres qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui sont à tous les niveaux, au niveau local, au niveau municipal, et vraiment avec lesquels j'ai pas envie auxquels j'ai pas envie de confier le pays. Voilà pourquoi je pense que Raphaël s'est trompé. Voilà. Toutes les études d'opinion confirment qu'il y a une surreprésentation des préjugés antisémites au sein des sympathisants du Rassemblement national. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je voulais t'interroger sur peut-être la spécificité de la question de l'antisémitisme. Je voulais d'abord saluer ta lucidité, ton courage sur cette question. Tu t'es exprimé régulièrement sur ce point. Tu fais peut-être partie de ceux qui ont le mieux compris à quel point l'antisémitisme était un révélateur de mots plus profonds. Et évidemment, le printemps républicain là-dessus a une vigilance toute singulière. Je voulais peut-être que tu puisses nous en dire quelques mots aussi sur ton analyse à ce sujet. Pour moi, c'est le signe avant-coureur de tous les autres. C'est-à-dire que on commence toujours et on finit d'ailleurs toujours par s'en prendre aux Juifs. Voilà. C'est le point de départ et le point d'arrivée de tout le reste, du complotisme, et tous ces sujets sont en réalité liés et à la fin des fins, on en revient toujours aux Juifs. Oui, j'ai pris la parole parce que, et j'ai notamment pris la parole sur la question de ce que certains qualifient de nouvel antisémitisme, mais maintenant, à force de l'appeler nouvel antisémitisme, ça fait des années, il est de moins en moins neuf, mais cet antisémitisme dans les quartiers qui s'est enraciné, qui a fait fuir un certain nombre de nos compatriotes de confession juive, sur fond d'importation, je l'ai dit, je le répète, du conflit israélo-palestinien qui a été utilisé de manière perverse, cynique, par des élus ou des candidats à des élections qui, se présentant dans des territoires où il y avait des populations arabo-musulmanes en nombre important, ont considéré, c'est d'ailleurs prendre les électeurs de ces quartiers pour des idiots, comme s'il suffisait de brandir le drapeau palestinien pour les faire venir en nombre dans les urnes. Les gens sont plus intelligents que ça, et quand ils votent pour leur maire ou leur président de région, ils veulent d'abord savoir quel est le projet pour la ville ou pour la région, et pas ce qu'ils pensent du conflit israélo-palestinien. Mais vous en avez certains qui ont organisé ça, et qui, faisant cela,
ont désigné les Juifs et les ont désignés comme des cibles dans un certain nombre de territoires. Dans mon précédent livre, je racontais l'histoire de cette famille de Bagnolet, Valérie, qui a dû retirer son fils de l'école publique parce qu'il se faisait évidemment insulter de tous les noms, et les quenelles, et les saluts nazis, et j'en passe sur ce qu'il a pu vivre. Et donc, évidemment, moi, ça m'a ulcéré parce que je me suis dit, c'est inadmissible de laisser faire ça et de laisser faire ça, notamment pour des raisons purement électoralistes, pour des raisons politiciennes. Et donc, ce danger-là, dont j'avais le sentiment qu'il était un peu minoré à gauche, parce que alors peut-être pas au Parti socialiste, parce que quand même au Parti socialiste, il y a eu des hommes d'État, je pense à Manuel Valls, je pense à Bernard Cazeneuve, qui assez tôt, et Emmanuel en particulier, sur la question de Dieudonné, tout ce qu'il s'est pris sur la tête pour avoir pris le leadership, entre guillemets, du combat contre Dieudonné. Mais dans d'autres partis de gauche, ces questions étaient au mieux méprisées, balayées, et au pire, vous valez des accusations de sionisme ou de je ne sais quoi. Et donc voilà, nous, on a pris la parole de manière un peu forte, c'est vrai, sur ces questions, parce qu'elles nous paraissaient importantes. Et puis, il y a eu maintenant, je ne sais plus si on est à 12 ou 14 morts, pardon, je n'ai plus le chiffre exact, mais depuis Toulouse, pardon 12. 12, voilà. Toulouse, Ilan, Sarah Halimi, Mireille Knoll, évidemment l'hypercachère de la porte de Vincennes. Quand on sait que quasiment 2/3 des actes racistes, sur 2/3 des actes racistes, un peu plus de la moitié des actes racistes l'an dernier concernaient la communauté juive, qui représente à peine plus de 500 000 personnes en France, bon, mais c'est quelque chose qui devrait révolter tout le monde. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie de dire et de faire concrètement. Merci de tes mots à ce sujet. J'avais une question avant qu'on prenne les questions du public. Oui. Une question sur l'évolution de la gauche. On a l'impression que la gauche a perdu sa boussole sur les questions sociales et a adopté une grille de lecture, j'allais dire, ethnico-raciale. Est-ce que tu as le sentiment que ça peut se renverser, et si oui, comment? Je n'ai pas le sentiment, en écoutant ces leaders actuels, que c'est le chemin qui est pris. Voilà. Puisqu'évidemment, effectivement, tu as raison, ils ont abandonné la question sociale. Voilà. Ils ont abandonné le peuple, pardon d'une formule un peu pompeuse, mais c'est exactement l'esprit de la note de Terra Nova qui a été pour le coup appliquée à la lettre. C'est-à-dire, de toute façon, puisque le peuple ne vote plus pour nous, on ne va plus lui parler, considérant de manière complètement paresseuse et stupide que les questions d'ordre, de sécurité, d'autorité de l'État sont les chasses gardées de l'extrême droite, et qu'en parler, c'est faire le jeu de l'extrême droite. Et donc, une fois qu'on a balayé tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste l'indigénisme, Massa Traoré, les réunions non mixtes interdites aux Blancs ou à je ne sais qui, le racialisme partout, l'indigénisme partout. Sauf que ça, c'est une impasse politique, en plus d'être une impasse intellectuelle sur le fond, parce que nous, on sait que tout ça, en réalité, ça ne mène à rien. C'est, sur le plan électoral, une impasse complètement totale, enfin une impasse politique. Et donc, si la gauche ne comprend pas que son salut, c'est d'avoir une jambe sociale, où effectivement on lutte contre les inégalités, on agit sur le pouvoir d'achat, on agit sur le fait de pouvoir vivre dignement de son travail, et en même temps une jambe républicaine solide sur les questions de justice, sur les questions d'ordre, sur les questions d'autorité de l'État, de lutte contre l'antisémitisme, eh bien, tant que ces deux jambes-là ne seront pas articulées, eh bien, la gauche sera condamnée. Vous avez vu ce sondage, Madame Hidalgo est à 5, Monsieur Jadot à 5,5 et Monsieur Mélenchon à 9. Ils sont tous ensemble à même pas 20%. Bon, c'est complètement désespérant. Vous prenez une région comme les Hauts-de-France, ils se sont tous alliés pour les régionales, ils sont crédités de 17% dans une des régions qui envoyait, il n'y a pas plus tard que 10 ans, des bataillons de députés socialistes par dizaines à chaque élection législative. Bon, si la gauche ne s'interroge pas sur les raisons qui ont fait que le peuple a fini progressivement par l'abandonner et ne même plus l'écouter, elle continuera à reproduire les mêmes échecs. Merci Amine. Alors avant de prendre des questions du public, je voulais quand même rappeler à tous le communiqué qui a été mis par le CRIF, le consistoire et le Fonds social juif unifié qui appelle les électeurs à écarter de leur suffrage
à la fois le Rassemblement national, mais aussi la France insoumise, donc en ligne avec l'échange que l'on vient d'avoir. Voilà. Donc, merci à toi. Je laisse la parole à Robert et Marie-Sarah pour des questions du public. Oui, merci beaucoup à tous les deux, Amine et Jonathan, pour cet échange, je crois, important et qui nous concerne tous à quelques jours des élections départementales et régionales. Alors, on a une question sur la jeunesse, l'engagement de la jeunesse. Amine, vous avez parlé de votre propre engagement qui a démarré au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, du premier tour, pardon, de l'élection présidentielle, quand vous avez vu le visage de Jean-Marie Le Pen s'afficher. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse doit s'engager aussi? Comment? Et est-ce qu'au printemps républicain, il y a des jeunes engagés? Il y a plus de jeunes comment dire, de non-jeunes, de moins jeunes. Non, c'est vrai, moi, c'est une de mes fiertés. C'est vrai que la défense de la laïcité des principes républicains, c'était traditionnellement, c'est vu comme un combat de gens d'un certain âge, pour ne pas dire même de retraités souvent, voilà, beaucoup d'enseignants, il y a un profil, c'est vrai quand vous avez un peu fréquenté ces milieux-là, et on se dit les jeunes, ils sont pas intéressés. Et moi, l'une de mes fiertés, c'est qu'on a réussi, et ça a été notamment l'une des réussites de Laurent Bouvet, qui a compris très tôt la nécessité d'être sur les réseaux sociaux. Ça a été vraiment l'un des premiers dans le débat intellectuel à investir massivement les réseaux sociaux parce qu'il a compris que les jeunes achètent moins les livres en général sur ces sujets-là. Il voyait que dans les réunions, il y avait des marées de cheveux blancs et très peu de jeunes. Et il a compris qu'en investissant à la fois Facebook et Twitter, il réussirait, y compris en modernisant, entre guillemets, le discours, en le rendant un peu plus sexy, à faire venir des jeunes. Et la réalité, c'est que ça a plutôt bien marché. Il a réussi à faire venir vers nous beaucoup de jeunes. C'est un sujet d'autant plus important qu'on voit que dans les intentions de vote, Marine Le Pen caracole en tête chez les 18-30 ans. Mais vraiment dans des proportions sensiblement supérieures à la moyenne qui est la sienne dans l'ensemble de la population. Il y a un sondage là qui a été réalisé, que j'ai vu, qui est sorti juste aujourd'hui ou hier. Les primo-votants, donc ceux qui ont 17 ans, qui vont voter la première fois l'année prochaine, elle est à 39%, Marine Le Pen. C'est absolument considérable. Dans ma région, pour finir, un dernier exemple, la région PACA, Thierry Mariani est à 50% au premier tour chez les jeunes. Au premier tour, c'est-à-dire qu'à lui seul, il prend la moitié de l'électorat jeune au premier tour. Donc oui, c'est un sujet énorme. Et donc moi, j'incite effectivement, je ne peux qu'inciter les jeunes à nous rejoindre et à essayer de batailler à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Une question également qui nous est posée. Dans ces élections qui arrivent, on parle essentiellement, et vous en avez longuement parlé ce soir, du Rassemblement national, de la France insoumise. On parle très peu, en fin de compte, des partis républicains, les Républicains, la REM, le PS, vous en avez un peu parlé. Comment faut-il faire pour que les partis républicains, à votre avis, reprennent leur place dans le discours politique? Mais c'est à eux, en fait, qu'il faut poser la question, je pense, parce que la réponse vient d'eux. Pour que, je ne sais pas, moi, le PS, je parle du PS, c'est celui que je connais le mieux, retrouve la place qui est la sienne, mais il faut qu'il reparle aux catégories populaires. Et aujourd'hui, il ne le fait pas. Je veux dire, quand vous écoutez les discours des grands responsables de gauche, on vous parle d'écologie. Moi, je suis pour qu'on défende notre planète et c'est très important, les questions écologiques. Mais enfin, il y a plein de sujets qui sont aujourd'hui, qui ne sont plus traités, qui ne sont plus abordés. Encore une fois, avec cette idée complètement stupide selon laquelle parler de sécurité ou d'ordre, c'est faire le jeu de l'extrême droite. Moi, j'ai été élu dans les quartiers populaires d'Avignon, mais je peux vous dire que les gens qui étaient victimes des rodéos, victimes des cambriolages, victimes de leurs voitures qui étaient brûlées, victimes des réseaux de caïds qui occupaient les halls d'entrée, ce n'était pas dans les beaux quartiers de la ville. C'était là où vivaient des catégories populaires, des ouvriers, c'est les services publics de ceux qui en ont le plus besoin qui étaient saccagés, c'est les lignes de bus de ceux qui en ont le plus besoin pour aller travailler qui étaient caillassés et du coup les employés de ces réseaux faisaient valoir leur droit de retrait, il n'y avait plus de bus. Bon, c'est toujours les plus modestes qui subissent et qui pâtissent d'abord en premier lieu
eux qui ont tant de difficultés à gérer par ailleurs, de l'insécurité et du désordre. Moi, je parle souvent de ces mères de famille seules qui vivent dans ces quartiers, qui cumulent 2 boulots, qui partent tôt le matin, rentrent tard le soir parce que monsieur s'est barré et donc elles élèvent leurs enfants seules. Ben, je peux vous dire que quand elles vont travailler, elles ont la boule au ventre parce qu'elles se disent ben, si mon fils ou si mes enfants sortent, ils vont être pris sous le coude par les réseaux de drogue, ils vont peut-être se prendre une balle perdue à l'occasion d'un règlement de compte, ils vont sombrer dans la délinquance et elles n'ont pas le choix, les malheureuses, que d'aller travailler parce qu'il faut bien qu'elles fassent manger leur famille. Et donc, si la gauche ne parle pas, si à ces mères de famille, on ne leur dit pas ben, on va essayer de faire en sorte que vous viviez plus dignement, on va essayer d'améliorer vos conditions sociales et en même temps, on va vous promettre la sécurité et le retour de l'ordre, ben, à la fin, qu'est-ce qu'elles font? Ben, soit elles s'abstiennent, soit elles votent Le Pen parce qu'elles se disent, ou ils se disent, on a voté à gauche, on a voté à droite, on a même voté pour un qui sortait de nulle part, qu'on ne connaissait pas et qui nous a dit, je suis le nouveau monde, ils se sont tous plantés, ben, à la fin, on va finir par essayer Le Pen puisqu'on a tout essayé sauf elle et peut-être avec un peu de chance, ça va marcher. Bon, moi, je sais que ça ne marchera pas, mais si vous voulez, c'est aux partis de se ressaisir des questions qu'ils ont délaissées, moins à droite, parce qu'à droite, c'est plutôt le contraire. Ils font beaucoup de surenchères sur la sécurité et ils oublient le reste. Mais moi, si j'avais un dirigeant socialiste face à lui, je lui dirais renouer avec le peuple. D'ailleurs, c'est un des livres qui a bien marché de Laurent Bouvet qui s'appelait Le sens du peuple. Voilà, bah, retrouver le sens du peuple et peut-être que vous retrouverez des résultats électoraux un peu plus brillants que ceux que vous avez en ce moment. Une autre question qui nous est posée concernant le communiqué dont Jonathan parlait tout à l'heure. Comment vous voyez, vous, l'implication des institutions juives dans le débat sur les élections? Bah, comme vous êtes des acteurs de la vie démocratique de ce pays, je veux dire, il y a, là j'ai vu passer tout à l'heure un communiqué d'associations environnementales qui ont noté les candidats aux élections régionales en disant votez plutôt pour lui que pour lui. Bon, bah, à l'approche d'une élection, les acteurs économiques s'expriment, les acteurs culturels s'expriment, les acteurs de l'écologie s'expriment, les associations de chasseurs donnent leurs préférences, les associations de pêcheurs aussi, et puis enfin tout le monde dit, en fonction de ses intérêts et des combats pour lesquels il se bat, qu'il y a un candidat qu'il préfère et un autre qu'il veut faire battre. Bon, bah, que le CRIF et les représentants de la communauté juive, sans dire quelle est leur préférence, puisque là j'ai vu, vous n'appelez pas à voter pour un parti ou des partis, mais que vous puissiez dire, nous considérons qu'il y a 2 dangers qui s'appellent d'un côté le Rassemblement national et de l'autre l'extrême gauche et les insoumis, moi, ça ne me choque pas et je trouve que ça participe de la vie démocratique du pays. Donc, tant mieux. Merci beaucoup Amine pour ces réponses. Merci à tous les deux, Jonathan Arfi et Amine El Khatmi, pour cette conversation passionnante et importante, encore une fois. Je crois que le message est clair, mobilisez-vous et soyons républicains. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les internautes d'avoir suivi cette conversation. Nous aurons le plaisir de nous retrouver très bientôt pour un nouvel échange et une prochaine conversation du CRIF. Très bonne soirée. À bientôt, merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.